Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire présenté cette fois-ci alors, par deux organismes, côté CPM, et cette fois-ci on est aujourd'hui accompagné de la CARSAT, représentée par Madame Rango. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les dispositifs de la prévention de la désinsertion professionnelle, donc on y reviendra tout au long de la présentation. Ce que je propose, c'est que le temps que les derniers participants nous rejoignent, si vous pouvez juste nous faire un petit retour, si au niveau déjà du son, vous nous entendez, si vous nous voyez et si vous avez bien accès au support. Comme ça, voilà, dans l'attente de vous lire, ben, on va se présenter et puis on pourra commencer le webinaire dans de bonnes conditions. Alors, petite précision, donc ce webinaire devrait durer à peu près une petite heure, hein. Comme ça, s'il y a des questions sur la PDP, hein, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme PDP, hein, c'est prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, on essaiera d'y répondre tout au long de ce webinaire. Alors, juste au niveau des présentations, bah, je vous laisse peut-être commencer. Oui, donc je suis Sarah Rango, responsable du service social de l'assurance maladie sur l'unité de Metz en Moselle. Donc moi, c'est Océane Guerchou, hein, vous me connaissez si vous regardez nos webinaires régulièrement, donc chargée de la relation entreprise à la CPM de Moselle. Et puis je me présente, Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Alors au niveau de ce webinaire, si jamais vous souhaitez récupérer le support, hein, ça sera possible. Il y aura une petite enquête de satisfaction à la fin de la présentation où vous pourrez mettre vos commentaires. Si jamais il y a encore des questions, hein, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'enquête de satisfaction. Et il y aura un petit lien à copier-coller et vous pourrez du coup récupérer le support, hein, si besoin. Voilà, si jamais il y a des questions, alors pensez bien à passer par le petit icône QR, hein, questions et réponses. De mémoire, il me semble que de toute façon, le chat a été désactivé, hein, donc vous ne pourrez pas intervenir dans le chat, mais pensez bien à cliquer sur QR pour questions-réponses. Comme ça, on essaiera, j'essaierai avec Océane de lire les questions. Et puis, si besoin, ben, on essaiera du coup de solliciter Madame Rango pour vous apporter une réponse. Voilà au niveau des modalités, on va dire, du déroulement. Tu avais peut-être des choses à rajouter, Océane, ou c'était tout bon? Pour moi, c'est tout bon. On voit que Madame Becker nous dit que le son et la vidéo est OK, donc on va pouvoir Super. commencer. Nickel. Eh ben alors, merci encore pour vos retours. Et puis, on souhaite la bienvenue encore aux employeurs qui nous ont rejoints. Et puis, tout de suite, on va vous faire part du sommaire. Alors, comme on est deux organismes aujourd'hui à intervenir, on va un petit peu juste faire une petite présentation rapide des différents organismes, hein, quelles sont les missions, donc côté CPM comme côté CARSAT. Service notamment- social CARSAT. Service social, mais qui est du coup rattaché à la CARSAT, Tout à fait. pour expliquer un petit peu quels sont nos rôles. Et puis, on abordera dans une deuxième partie, hein, les différents dispositifs PDP un petit peu plus longuement. Donc, au niveau de présentation, donc on commence par la présentation côté CPM de Moselle. Alors, à savoir que nous, on intervient donc, sur trois publics essentiellement, hein, c'est ce qu'on vous a mis en bas. Donc, on intervient notamment sur le public des assurés, hein, notamment pour tout ce qui est accès aux soins et à la santé. Donc, ça représente au niveau de la Moselle plus de 900 000 assurés sociaux. Au niveau des professionnels de santé, bah pareil, hein, on a plusieurs services qui interviennent pour accompagner, hein, de l'installation des professionnels de santé, hein, des cabinets, jusqu'à la réglementation avec les délégués d'assurance maladie, hein, qui se déplacent pour justement rappeler, hein, ce que les médecins, les professionnels de santé peuvent faire, ne pas faire, quelles sont les campagnes à mettre en place. Et au niveau entreprise, bah, il y a notamment Océane Moi, et également une troisième collègue, hein, Caroline Marini, qui est intervenant au niveau des entreprises, hein, du secteur de Moselle. Donc, c'est plus de 75 000 entreprises, hein, que nous accompagnons, excusez-moi. Donc, sur différentes thématiques, hein, nos trois missions principales, ça va être de vous informer sur tout ce qui est aspect réglementaire, hein, tout ce qui est en fait, rattaché aux indemnités journalières pour les arrêts de travail, hein, que ce soit en lien avec un accident de travail, une maladie professionnelle ou un arrêt de travail, une maladie. Tout ce qui est aussi en lien avec la réglementation des risques professionnels, hein, dans le cadre des investigations, des instructions de dossiers ATMP. Donc ça, c'est notre première mission, hein, tout ce qui est volet, on va dire, réglementaire. Notre deuxième mission, ça va être de vous informer aussi sur les téléservices à utiliser pour faire vos démarches en lien avec l'assurance maladie. Et la troisième mission, hein, ça va être de vous accompagner sur la qualité de saisie, hein, des déclarations pour justement qu'on évite de rejeter s'il y a des erreurs ou d'éviter en tout cas qu'on perde du temps dans les délais de traitement et surtout, hein, dans les rejets, hein, qu'il y ait vraiment une bonne qualité de saisie de votre côté pour qu'il n'y ait pas de retard de traitement en cas de rejet.
Voilà, au niveau de quelques chiffres, hein, donc au niveau CPM, on est présent sur tout le territoire, hein, avec différents sites d'accueil, notamment au niveau de Thionville, Metz, Sarreguemines et Forbach. À savoir qu'au niveau CPM de Moselle, hein, c'est plus de 960 collaborateurs qui sont répartis dans 45 services avec 100 postes différents. Voilà au niveau des quelques chiffres. Je laisse peut-être au Sofiane juste faire une petite partie sur notre mission côté employeur, hein, parce que Exactement. c'est le public, hein, qu'on accueille aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, juste pour vous informer un petit peu de ce qu'on fait. Donc, on vous a remis nos noms, hein, donc Caroline Marini, Mathieu Kiffer et moi-même, donc Océane Guerchou. Donc, à savoir que comme l'a dit Mathieu, hein, nous, notre objectif, hein, c'est vraiment de vous simplifier votre activité. Donc, quelles que soient vos demandes ou problématiques, on va se coordonner en interne pour vous apporter la meilleure réponse adaptée à votre problématique. Donc, comme a dit Mathieu, hein, tout ce qui est à l'accompagnement et utilisation des téléservices, donc de l'inscription à l'assistance et au remplissage des déclarations, l'information de la réglementation et de l'actualité de l'assurance maladie qui change beaucoup, hein, donc c'est pour ça qu'on tient à vous tenir informés. Des rendez-vous également individuels en entreprise, si vous avez besoin qu'on intervienne par rapport à de la réglementation ou par rapport à un téléservice, on peut toujours vous aider. Des formations gratuites sur mesure, et là, donc comme aujourd'hui, des webinaires, bien sûr, qui sont gratuits. On a aussi une autre casquette qui est sur l'absentéisme en entreprise. Donc là où on est intervenu en fin d'année dans certaines entreprises, on peut leur sortir tout ce qui est donc profil IJ, donc c'est-à-dire qu'on va vous sortir un document PDF en vous expliquant donc le taux de l'absentéisme et les chiffres par rapport aux indemnités journalières qu'on vous indemnise. Également tout ce qui est donc prévention de la désinsertion professionnelle, hein, donc le temps partiel, l'essai encadré et la CRPE qu'on va voir aujourd'hui. L'offre de services employeurs, donc les téléservices, le compte AT-MP, la prévention et les subventions. Donc, prévention, subvention sera plus côté CARSAT. Et la réglementation des arrêts de travail et des risques professionnels. Voilà, au niveau de nos missions. Et puis, du coup, hein, je vous laisse la parole pour présenter un petit peu la CARSAT. Oui, effectivement, hein, donc, comme je le disais précédemment, le service social auquel j'appartiens dépend bien de la CARSAT. Donc, la CARSAT, tout le monde la connaît, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Elle fait partie de la sécurité sociale et exerce donc une mission de service public. Elle est placée sous l'égide de deux caisses, la Caisse d'assurance maladie et la Caisse d'assurance vieillesse. On peut passer la slide d'après. Voilà, on peut passer. Voilà. La CARSAT donc, intervient dans différents domaines, donc certains que vous connaissez bien en tant qu'employeur, hein, c'est-à-dire la prévention des risques professionnels en entreprise. Il y a également tout ce qui est préparation et paiement de la retraite. C'est vrai que dans le langage courant, la CARSAT, on l'associe très, très facilement à la retraite. Et puis, il y a tout le volet santé et action sociale auquel le service social apparaît. Donc, la CARSAT s'adresse aux assurés durant toute leur vie active, notamment dans le cas en passant par le service social et lors de leur retraite, en leur proposant une offre de services adaptée dans les domaines de l'accompagnement social, de la retraite et du bien vieillir. Et donc, comme vous le savez aussi, en tant qu'employeur, la CARSAT a aussi un rôle d'assureur et de préventeur vis-à-vis des entreprises. Alors, si je fais un focus plus précis au niveau du service social, le service social de l'assurance maladie est porté par la CARSAT et intégré à l'assurance maladie. Pour la CARSAT Alsace-Moselle, donc la CARSAT couvre 3 départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Le service social est implanté sur tout le territoire avec 8 unités de service social. Donc, pour la Moselle, 3 unités, une qui se situe à Metz, dont je suis la responsable, une autre à Thionville et une à Sarreguemines. Tout le territoire mosellan est couvert par l'intervention du service social. Alors, le service social est peut-être un service qui est peu connu au niveau de l'assurance maladie, mais qui effectivement accompagne notamment les assurés en arrêt de travail, d'où l'intérêt de vous faire une petite présentation. Ainsi, si vous avez des assurés des salariés dans votre cas, qui ont des problématiques de santé, notamment d'arrêt de travail, n'hésitez pas à penser service social de l'assurance maladie. Donc, notre intervention, c'est accompagner tous les assurés qui sont fragilisés et qui rencontrent des difficultés sociales du fait de la maladie, d'un accident ou d'un arrêt de travail. Sachant qu'effectivement, forcément, quand il y a une problématique de ce type, ça a une répercussion dans les différentes sphères de la vie, à savoir la vie familiale, la vie personnelle, financière, professionnelle.
d'où l'intérêt d'un accompagnement pour un certain nombre de salariés. L'intérêt, c'est de mobiliser l'intervention du service social au plus tôt, parce que cela permet un soutien psychosocial pour le salarié, l'aider à retrouver des repères, à se rassurer par rapport à sa situation, à se projeter aussi dans cette situation, et notamment quand il est en arrêt de travail. C'est aussi une aide pour identifier des solutions et un accompagnement dans la réalisation des démarches qui parfois peuvent être assez complexes ou confuses. Voilà. C'est aussi, donc le service social intervient toujours en essayant au maximum d'autonomiser la personne et qu'elle ait le pouvoir d'agir par elle-même. Donc le service social est là en tant qu'accompagnateur, ne fait pas forcément à la place d'eux, et notamment pour favoriser la confiance de l'assuré. Alors, le service social intervient essentiellement sur sollicitation de ses partenaires, après une détection d'une problématique sociale. C'est pour ça qu'on dit en interne que le service social se place en deuxième niveau d'expertise. C'est-à-dire que quand il y a une problématique purement administrative, je pense, si on parle caisse primaire d'assurance maladie, des indemnités journalières non payées, par exemple, ou une retraite non payée, ce n'est pas le service social qui va intervenir. Par contre, si nos partenaires de la caisse primaire ou de la CARSAT repèrent chez un assuré une problématique qui relève des missions du service social, vont nous les orienter. Donc, le service social va effectivement intervenir sur sollicitation, orientation du service médical de l'assurance maladie, et ça notamment pour les assurés qui sont en arrêt de travail et qui ont une problématique de prévention de la désinsertion professionnelle, pour des assurés qui auraient été rencontrés par la CEPAM. Nous avons un très fort travail de collaboration avec les services de santé au travail, notamment les médecins du travail, les médecins traitants, les travailleurs sociaux de différents organismes, que ce soit le département, par exemple 57, ou des services sociaux hospitaliers ou d'associations. Et la personne peut également d'elle-même solliciter le service social. On travaille donc en collaboration avec un réseau important de partenaires qui sont associés à la problématique santé, si j'ose dire, c'est-à-dire la CEPAM, la Direction régionale du service médical, les services de prévention et de santé au travail, et les médecins traitants, la MDPH. Le service social, donc comme je le disais précédemment, intervient essentiellement pour des assurés qui sont fragilisés par un problème de santé ou de perte d'autonomie. On est vraiment sur un public, un service qui est spécialisé dans la santé. Et le service social va intervenir sur deux axes. D'une part, la sécurisation des parcours en santé, et d'autre part, la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est le sujet du jour. Voilà. Donc, je vais faire un focus sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, c'est quoi la prévention de la désinsertion professionnelle? Eh bien, c'est pour un assuré en arrêt de travail, comment envisager le retour à l'emploi. En effet, le salarié, si du fait de sa pathologie, de son accident, de son handicap, exprime des difficultés pour reprendre son emploi ou se projeter dans l'emploi qu'il avait avant son arrêt de travail, cet assuré va pouvoir être orienté vers le service social en collaboration avec ses différents partenaires que j'évoquais juste avant, va pouvoir l'accompagner tout le temps de son arrêt de travail avec pour objectif tenter le maintien de la personne sur son poste de travail, l'aider pour aller vers un poste de travail aménagé, allégé au sein de l'entreprise si cela est possible, ou si effectivement le maintien en entreprise n'est pas possible, envisager une reconversion professionnelle. Alors, généralement, pour pouvoir bien intervenir dans ce domaine-là, il est important que les situations soient prises en charge le plus précocement possible pour effectivement envisager et permettre la réflexion de ce retour à l'emploi. Ce qui est peut-être bien aussi de vraiment accentuer, c'est que tout ce qui est les dispositifs de PDP, ça ne va peut-être pas être mis en place sur des courts arrêts. Oui, tout à fait. Donc, il y a un certain arrêt d'une certaine durée. Alors, je crois qu'on peut parler à partir de 3 mois, c'était ça? Voilà, donc effectivement, je dirais, il y a un certain nombre d'arrêts de travail qui sont, j'ai envie de dire, bénins, des arrêts qui peuvent aller jusqu'à 60 jours pour un bras cassé, enfin des choses qui sont bénignes et qui n'empêcheront pas le retour à l'emploi dans les mêmes conditions que précédemment. Par contre, pour des assurés qui vont avoir des pathologies plus lourdes,
ou des restrictions médicales très importantes, à ce moment-là, effectivement, je dirais, pour pouvoir bien travailler en PDP, si j'ose dire, et accompagner clairement la personne pour une projection dans la reprise d'emploi, oui, je dirais 3 mois d'arrêt de travail, un petit peu là. Alors, on va dire, Non. il n'y a pas vraiment de délai. Non, il n'y a pas vraiment de délai, mais voilà, dans les faits, on se rend compte que c'est souvent ces situations-là qui À sont partir de 3 mois, accompagnées. voilà, c'est là où on peut peut-être se poser la question s'il n'y a pas un dispositif de PDP qui peut être mis en place. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, je dirais là, on reprend un petit peu les éléments que j'ai pu expliquer avant. Donc, effectivement, on travaille avec différents services. On peut orienter au niveau du service social vers différents dispositifs qui peuvent être la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est sollicité auprès de la MDPH, qui est effectivement une reconnaissance de l'état de santé de l'assuré qui pose une problématique pour un retour à l'emploi. Il peut y avoir des dispositifs comme le temps partiel thérapeutique ou l'essai encadré, mais qu'on abordera plus précisément après. Il y a aussi d'autres dispositifs qui peuvent être actionnés pendant le temps de l'arrêt de travail et dont on n'a pas forcément toujours connaissance. Je pense notamment au bilan de compétences. Donc effectivement, si un assuré devait avoir besoin de se projeter différemment dans son parcours professionnel et par exemple souhaite faire un bilan de compétences, il faut savoir que le bilan de compétences qui est financé généralement par un compte personnel de formation va pouvoir être débuté pendant le temps de l'arrêt de travail. Cela, il suffit que l'assuré fasse un courrier à la caisse primaire pour demander l'autorisation de débuter son bilan pendant le temps de l'arrêt de travail. Mais c'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre de petits dispositifs de droit commun qui peuvent être actionnés pendant le temps de l'arrêt de travail. Ensuite, en nouvelle, et là vraiment j'insiste, on a aussi la possibilité d'activer des actions de remobilisation qui sont financées sur le Fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire. Et qui sont mis en œuvre par des opérateurs qui sont spécialisés. Et donc, ces actions de remobilisation, ces modules de remobilisation qui ne sont pas de droit commun, et les modules de droit commun, on les abordera juste après avec Mathieu et Océane. Ces modules de remobilisation financés sur le Fonds d'action sanitaire et sociale ont pour objectif d'évaluer les capacités physiques restantes, de restaurer la confiance en soi des assurés, de construire un nouveau projet professionnel adapté. Parce qu'effectivement, construire un projet professionnel, tout un chacun peut le faire. Mais par contre, quand il y a une problématique de santé ou des restrictions médicales, ça demande une attention particulière. Donc, pour ces modules de remobilisation spécifiques avec Fonds d'action sanitaire et sociale, c'est, je dirais, sur orientation, vers le service social qui fait une évaluation globale de la situation de l'assuré pour ensuite voir quel type de module est le plus adapté. Ensuite, l'accord pour ces modules de remobilisation va se faire de manière collégiale par une instance de l'assurance maladie. Voilà. Alors, je vais aller très vite, mais je me disais que ça pourrait être intéressant d'illustrer un petit peu les parcours des personnes en prévention que l'on accompagne dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, par exemple, bien sûr, ce sont des portraits anonymes, mais la situation de Philippe, le cas numéro 1, donc 51 ans, chauffagiste depuis sa sortie de contrat d'apprentissage, en arrêt de travail, problématiques de santé, de lourds problèmes de dos qui font qu'il ne pourra pas reprendre dans son ancien poste et dans son ancienne entreprise, qui était une petite entreprise de rénovation de salle de bain. Donc, effectivement, pour Philippe, son arrêt de travail, c'est un gros moment de questionnement parce que souvent, des profils comme celui de Philippe, ce sont des personnes qui ont toujours travaillé dans le même domaine et qui ne s'imaginent pas pouvoir faire autre chose. Donc, l'arrêt de travail est vraiment, au-delà des soins nécessaires par rapport à l'état physique, un gros moment de questionnement par rapport à la projection professionnelle. Donc, effectivement, le service social va pouvoir accompagner Philippe, en l'occurrence, tout le temps de son arrêt de travail pour pouvoir réfléchir à son arrêt, à ses restrictions, à sa problématique professionnelle et se projeter dans le retour à l'emploi. La situation numéro 2, donc l'exemple de Malika, infirmière diplômée d'État, qui, elle, effectivement, est plutôt qui travaille dans un hôpital et qui, effectivement, est dans une problématique plutôt de souffrance au travail, d'épuisement professionnel. Là aussi,
L'arrêt de travail est effectivement nécessaire, mais parfois il est difficile de pouvoir se projeter dans le retour à l'emploi. Donc ce sont des situations fréquentes, que ce soit l'une ou l'autre, alors avec des problématiques de santé ou des métiers qui sont différents, certes, mais en tout cas des situations qui peuvent être accompagnées par le service social. À savoir qu'un accompagnement avec le service social peut durer parfois juste quelques semaines, parfois plusieurs mois, voire quelques années, effectivement, quand cela est nécessaire. Donc, juste pour que vous puissiez effectivement avoir notion de ce que fait le service social, hein. Donc, le service social reçoit l'assuré en arrêt de travail, l'écoute en toute confidentialité, hein. Donc, nous sommes les assistantes sociales, alors je parle au féminin parce qu'en Moselle, il n'y a que des dames, mais en tout cas, les assistantes sociales sont soumises au secret professionnel. Et donc, l'objectif est de rechercher les solutions les plus adaptées à la situation de l'assuré. Le service social aide à exprimer les craintes, les difficultés, les besoins, les projets, les potentialités, les projections, si j'ose dire aussi, hein, par rapport à la suite de l'arrêt de travail. On soutient également l'assuré dans le travail de deuil qu'il est parfois nécessaire de faire de l'ancien métier pour pouvoir accepter la nouvelle situation et se projeter dans un nouveau projet personnel et professionnel. On sensibilise au rôle de chacun des intervenants durant l'arrêt de travail, hein. Donc, effectivement, les assurés rencontrent un certain nombre de médecins, médecins conseils, médecins traitants, médecins du travail, médecins spécialistes. Donc, effectivement, chacun a sa part dans ces situations et ont aussi chacun un rôle particulier dans l'accompagnement des assurés, mais aussi le rôle des employeurs ou d'autres organismes qui peuvent intervenir. On peut orienter vers les différents partenaires, hein. Donc là, vous avez quelques exemples, et favoriser la coordination entre les différents partenaires. Et donc, le service social accompagne le salarié à toutes les étapes de son parcours. En sachant que là, on fait bien un focus sur la prévention de la désinsertion professionnelle aujourd'hui. Donc, effectivement, pour les assurés qui sont en arrêt de travail, on va vraiment étudier ce volet-là. Mais en amont, il y a quand même un temps qui est nécessaire pour une évaluation globale de la situation de l'assuré. Et comme je le disais avant, un arrêt de travail peut avoir des répercussions dans les différentes sphères de la vie personnelle. Et donc, le service social va aussi étudier les autres domaines et notamment pouvoir accompagner aussi quand il peut y avoir des difficultés financières, par exemple, dans la situation de la personne. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu expliquer les missions du service social. à CARSAT. Là maintenant, on va un petit peu rentrer vraiment dans la présentation des différents dispositifs, on va dire, de communes, de droit commun. Donc, à savoir déjà, juste pour rappeler, donc, PDP, donc la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place au niveau de l'assurance maladie pour permettre aux assurés de favoriser un retour à l'emploi dans les meilleures conditions possibles, notamment en prenant aussi en compte on va dire, les capacités restantes liées à la maladie des assurés. En fait, ça va permettre, parce que c'est vrai que parfois, une personne qui est en arrêt de travail, le temps de son arrêt de travail, plus l'arrêt de travail est long, plus elle a cette petite appréhension aussi de revenir à l'emploi. Et là, il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place, on verra les dispositifs, pour justement essayer de favoriser cette reprise à l'emploi et ce retour à l'emploi. Alors, les deux objectifs côté de la PDP, c'est vraiment prévenir les difficultés liées au retour à l'emploi et c'est apporter des solutions adaptées pour faciliter la construction d'un nouveau projet professionnel, notamment pour les assurés qui ne pourraient plus reprendre le poste en raison de leur état de santé et de la non-compatibilité avec les aptitudes qui leur restent. Donc, c'est vraiment pour tous les salariés. Tout salarié peut entrer dans un des dispositifs de la PDP. C'est toujours sur son initiative, j'allais dire que c'est sous réserve de son accord. Et alors on verra tout à l'heure, mais les prescripteurs des dispositifs, ça va notamment être le service social, le service, les services de santé au travail, ou des organismes de placement tels que Cap Emploi, qui est un des partenaires privilégiés dans le cadre de la prévention et de la désinsertion professionnelle. En fait, ça ne va pas être à votre niveau en tant qu'employeur, mais vous, en fait, vous avez quand même, j'allais dire, une mission d'informer vos salariés que ça existe et essayer justement de les orienter vers le service social côté CARSAT pour essayer de voir quel est le dispositif qui sera du coup le plus adapté en fonction de la pathologie et on va dire
La de la situation. situation personnelle et professionnelle et de la santé aussi de votre salarié. Si je peux me permettre, un des interlocuteurs privilégiés, c'est aussi le médecin du travail ou le service de santé au travail, qui effectivement est généralement un de vos partenaires privilégiés dans ce type de situation. Alors, au niveau, donc, j'allais dire, côté CPM, dans quoi on intervient, hein, parce que finalement, c'est beaucoup le service social hein, qui a un rôle vraiment essentiel dans l'accompagnement hein, justement des assurés. Nous, côté service, on va dire côté CPM, nous, en fait, là où on va intervenir, c'est surtout qu'on va continuer à verser des indemnités journalières pour tous les salariés qui s'inscrivent hein, dans une de ces mesures, à savoir que ces mesures, donc on les cite rapidement, hein, on les a déjà un petit peu évoquées oralement, et on va y revenir un petit peu plus, de façon un petit peu plus détaillée dans un instant. Donc, il y a le bilan de compétences, la validation des acquis d'expérience, la mise en situation en milieu professionnel, ce qu'on appelle la PMS-MP, l'essai encadré, la convention de rééducation professionnelle en entreprise et la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, on va un petit peu reprendre hein, les différents dispositifs et expliquer un petit peu quelles sont les différences et surtout, qu'est-ce qui est possible de mettre en place ou pas. Alors déjà, ce qu'il faut différencier dans un premier temps, c'est qu'il y a une partie de ces dispositifs qui peuvent être mis en place pendant un arrêt de travail, hein. Donc, c'est ce qu'on vous a mis en haut. Donc, ça va notamment être le bilan de compétences, la validation des acquis d'expérience, la mise en situation au milieu professionnel et les encadrés. Et il y a deux dispositifs qui seront à mettre en place à l'issue d'un arrêt de travail. Ça va être la convention de rééducation professionnelle en entreprise et le temps partiel thérapeutique hein, qui s'inscrit très souvent à l'issue d'un arrêt de travail. Alors, dans un premier temps, on va garder ce tableau. On va juste faire une petite présentation assez rapide sur les trois premiers dispositifs. Et on va un petit peu plus s'attarder plus longuement sur l'essai encadré, la CRPE et le temps partiel thérapeutique, qui est un des dispositifs que j'allais dire le plus connu finalement côté employeur. Alors, le bilan de compétences, hein, on a un petit peu évoqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours bien de réexpliquer un petit peu à quoi ça sert en fait. C'est dans le cadre hein, du maintien dans l'emploi, ça va permettre à vos salariés de faire un point hein, sur les compétences pour éventuellement voir et construire un nouveau projet professionnel. Alors, au niveau de la durée, il n'y a pas vraiment de durée, hein, c'est assez rapide, hein, le bilan de compétences. C'est en général moins de 24 heures, mais ça peut s'étaler hein, sur plusieurs Oui, c'est semaines. 24 heures, mais réparties Maximum, sur, voilà. sur Réparties plusieurs séances, oui. Voilà, sur plusieurs semaines, sur plusieurs séances. À savoir que, comme le disait hein, du coup Madame Rango, votre salarié voilà, peut faire un bilan de compétences pendant un arrêt de travail, si jamais il se questionne sur son retour à l'emploi et qu'il souhaite faire un point sur les compétences, sur ce qu'il peut acquérir, les besoins en formation. Il peut faire du coup un bilan de compétences et ça peut se faire durant un arrêt de travail. Il faut simplement qu'il fasse une demande au préalable côté CPM. Et nous, pendant son arrêt de travail, on va continuer à lui verser les indemnités journalières et il pourra en parallèle faire un bilan de compétences. Côté de la validation des acquis d'expérience, hein, donc là, c'est la VAE. Là, ça se fait avec un organisme, j'allais dire, externe à l'entreprise. Et là, en fait, la durée va varier en fonction j'allais dire, de l'organisme. En fait, quel est le but de la VAE? C'est finalement de valider un diplôme en fonction j'allais dire, de l'expérience qu'a acquis le salarié dans sa vie professionnelle et un diplôme qu'il n'a peut-être pas à la base dans son parcours professionnel. Donc là, pareil, c'est un des dispositifs qui peut être mis en place pendant l'arrêt de travail. Pareil, voilà, faut tout simplement faire une demande à la CPM au préalable et durant la validation des acquis d'expérience, hein, nous, on va continuer à verser une indemnité journalière dans le cadre de l'arrêt de travail. Juste une petite nuance, les deux dispositifs-là peuvent être débutés pendant l'arrêt de travail et se poursuivre une fois que l'arrêt de travail est terminé. Tout à fait. Ça peut aussi être fait à côté. Oui, ou à côté. Voilà, c'est pas forcément pendant un arrêt de travail. Non, bien sûr. Mais à savoir que voilà, c'est souvent en fait pendant l'arrêt de travail qu'il y a souvent ce questionnement. Hein. Et voilà, c'est à préciser que voilà, pendant l'arrêt de travail, ça peut être mis en place. La mise en situation donc en milieu professionnel, la MSMP, alors là, il y a j'allais dire une notion d'inaptitude. C'est vraiment le salarié qui voilà, est menacé par une inaptitude dans son poste de travail. Bah, s'il souhaite pendant un arrêt de travail découvrir un autre métier ou un autre secteur d'activité, c'est possible, toujours pendant l'arrêt de travail, à savoir que c'est un mois maximum
qui peut être renouvelé une fois si les objectifs ne sont pas atteints. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 mois, grand maximum, 1 mois renouvelable une fois. Pareil, au niveau CPM, pendant la PMSMP, nous, on va continuer à indemniser l'arrêt de travail en versant en indemnité journalière. Alors pour la PMSMP, juste une petite nuance, c'est généralement pour des assurés qui sont soit travailleurs indépendants, soit au chômage, hein. Donc je dirais c'est plutôt ciblé pour ces types de publics. Voilà. Et puis les trois derniers dispositifs, donc c'est l'essai encadré, la CRPE et le temps partiel thérapeutique. Mais là, on va faire un petit zoom un petit peu plus précis pour justement vous présenter les 3 dispositifs. Et puis du coup, je laisse donc la parole pour l'essai encadré. Alors l'essai encadré, alors déjà pour qui? Donc pour tout salarié qui a un contrat de travail. Donc, ça peut être un CDI, un CDD, il peut être apprenti, intérimaire, stagiaire de la formation professionnelle ou en invalidité. Généralement, dans ce cas-là, en invalidité première catégorie qui lui permet d'avoir une activité professionnelle en parallèle. Bien entendu, il doit être assuré social, en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, peu importe. Ça peut être également à destination de salariés qui ont repris en temps partiel thérapeutique. Voilà. Alors, pourquoi? L'avantage de l'essai encadré, c'est de permettre, pendant le temps de l'arrêt de travail, à la personne de tester soit son ancien poste de travail, soit un poste aménagé dans l'entreprise. Ça peut être également tester un nouveau poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Et tout ça pour rechercher des pistes pour un éventuel reclassement. Comme l'a dit Mathieu, effectivement, il y a maintien des indemnités journalières pendant toute la durée de l'essai encadré. Et l'essai encadré peut se faire sur un délai maximum de 14 jours ouvrables, en continu ou fractionnable, et peut être renouvelé une fois, donc au maximum 28 jours. Comme précisé plus tôt, donc ça peut se faire dans l'entreprise actuelle du salarié. Ça peut être dans une autre entreprise qui accepterait d'accueillir le salarié pour vérifier son projet professionnel tout simplement, ou dans une entreprise qui pourrait être susceptible d'embaucher le salarié à l'issue de l'arrêt de travail. Bien entendu, dans ces cas-là, il faut que les entreprises, le salarié soit partie prenante, bien entendu, l'entreprise soit d'accord, mais également le médecin du travail. Juste passer à la slide d'après, merci. L'essai encadré donc, est organisé en accord avec l'entreprise d'accueil, le médecin du travail et donc le salarié. L'essai encadré peut être proposé par différentes personnes ou différents services. Ça peut être proposé par le service social, ça peut être proposé par un service de prévention et de santé au travail ou par un organisme de placement tel que Cap Emploi. Donc, très souvent, c'est plutôt à l'initiative du service de santé au travail ou de Cap Emploi. Le service social, généralement, propose à l'assuré, mais comme de toute façon, il faut l'avis du service de santé au travail et du médecin du travail pour la mise en place de l'essai encadré, c'est vrai que ça se met plutôt en collaboration avec le médecin du travail parce qu'il faut organiser ça au sein de l'entreprise. Donc, plusieurs acteurs sont impliqués. Donc, c'est soumis à l'accord préalable du médecin traitant. Donc, effectivement, le médecin traitant doit prescrire un arrêt de travail. Le médecin du travail doit s'adresser à l'entreprise d'origine pour effectivement proposer la mise en place de l'essai encadré, voir les modalités, combien d'heures, sur quel poste, avec quelles restrictions, etc. Si jamais l'essai encadré se fait dans une autre entreprise que l'entreprise d'origine, c'est le médecin du travail de l'entreprise d'origine qui va se mettre en relation avec le médecin du travail de l'entreprise d'accueil. Alors, au niveau du circuit, je dirais, je vous le fais très rapidement. Une fois qu'effectivement, que l'assuré est en arrêt de travail sur le temps de l'essai encadré qui est envisagé. Le prescripteur, donc comme je le disais, soit le médecin du travail ou Cap Emploi, généralement, vont transmettre la demande d'essai encadré au service social. Le service social va rencontrer l'assuré pour faire une évaluation globale de la situation, voir si les conditions de réalisation d'essai encadré sont réunies, si l'assuré a bien conscience de ce que ça implique, s'il a bien cerné le but de cet essai encadré.
Une fois que le service social a vu l'assuré, on va solliciter le service médical de la caisse primaire. Donc, le médecin conseille pour qu'il donne un avis sur la possibilité ou non de faire l'essai encadré pendant le temps de l'arrêt de travail. Hein, puisque, comme précisé, il faut que l'essai encadré se fasse dans le temps de l'arrêt de travail. Donc, il faut bien que l'arrêt couvre la période de l'essai encadré. Et ensuite, une fois que le service médical s'est positionné, il va informer le service administratif de la caisse primaire qui va notifier l'accord de mise en place de l'essai encadré. Donc, l'accord va être envoyé à l'assuré et si l'assuré en est d'accord, va également être envoyé à l'employeur. Alors, je mets cette petite nuance parce que, effectivement, si l'essai encadré se passe au sein de l'entreprise d'origine, forcément, l'employeur sera informé puisque l'essai encadré se met en place en concertation et en collaboration avec l'employeur. Par contre, si l'essai encadré devait se mettre en place dans une autre entreprise, à ce moment-là, le salarié a la possibilité de refuser que son employeur de l'entreprise d'origine soit informé. Donc ça, c'était l'essai L'essai encadré, tout à fait. Deuxième dispositif, CRPE. Donc là, à l'issue d'un arrêt de travail. Alors, effectivement, l'essai encadré, comme précisé, se fait pendant le temps de l'arrêt de travail, 14 jours, renouvelable une fois. L'assuré peut continuer. Alors, l'objectif d'un essai encadré, c'est bien sûr d'envisager la reprise de travail. Mais il peut arriver que l'essai encadré ne soit pas concluant et dans ce cas-là, l'arrêt de travail peut encore se poursuivre un temps. La CRPE, quant à elle, se prépare, j'ai envie de dire, pendant le temps de l'arrêt de travail, mais se met en place à la reprise de travail. Alors, c'est pour qui? Donc, pour des assurés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail, au cours de la visite de pré-reprise, a identifié un risque d'inaptitude et des assurés qui parfois sont bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou pas. Ce n'est plus une obligation. Ça a été tout un temps, mais là, depuis 2 ans, ce n'est plus obligatoire. L'objectif, c'est de se réhabituer à son poste en moyennant des aménagements. Donc, permettre à l'assuré de pouvoir reprendre une activité professionnelle dans l'entreprise pour soit apprendre un nouveau métier dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Concrètement, c'est une formation pratique, tutorée, qui peut être complétée par une formation professionnelle et à l'issue de laquelle le salarié dispose des compétences pour occuper un nouveau métier ou un nouveau poste de travail. Mais aussi, effectivement, comme la CRPE peut durer jusqu'à 18 mois, d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, la signature d'une CRPE est rapide et le contrat démarre généralement à l'issue de l'arrêt de travail. C'est en général en concertation et en coordination avec le médecin du travail, avec l'employeur. Et donc, les choses sont organisées pour que ça se passe de la sorte. Donc là aussi, comme précisé avant pour l'essai encadré, le circuit est sensiblement le même que pour l'essai encadré. Une fois qu'il y a une prescription un projet de convention de rééducation professionnelle en entreprise, le prescripteur va envoyer la demande au service social. Le service social va procéder à l'évaluation globale. Une fois son évaluation faite, va informer le service médical de la caisse primaire. Le médecin conseil va se positionner sur la recevabilité, enfin sur l'accord ou non de mise en place de la convention. Et le service administratif va notifier. Alors là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, on parle bien de convention. Donc, en parallèle, il y a vraiment un document qui synthétise toutes les aménagements, les modalités de travail, les horaires, le montant des indemnités journalières. Donc, cette convention va effectivement préciser tous ces éléments et c'est la caisse primaire qui va signer à l'issue de cette convention qui va être envoyée aux salariés et à son employeur. Alors, la durée d'une CRPE, c'est 18 mois maximum, mais sans dépasser le délai de 3 ans d'indemnité journalière versée. C'est-à-dire que si un assuré est en arrêt de travail 1 an, la CRPE peut se mettre en place pendant 18 mois. Par contre, si l'assuré a déjà passé 2 ans en arrêt maladie, ce qui peut se passer, la CRPE ne pourra durer qu'une année supplémentaire pour atteindre le délai maximum des 3 ans d'indemnité journalière versée. Ça peut se mettre en place dans le cas d'une maladie. Donc, c'est bien une convention qui est conclue entre l'entreprise initiale du salarié, le salarié, bien entendu, et le médecin du travail.
Donc, ça peut être conclu au sein de l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise, mais toujours avec ces trois instances qui doivent être d'accord. Pour que ça s'effectue dans une autre entreprise, il faut effectivement que le salarié soit licencié pour inaptitude de son entreprise d'origine. Donc, très pratique, la CRPE est signée entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire. La CPAM informe l'adresse de la signature de la CRPE et le salarié passe une visite d'aptitude au nouveau poste de travail avec le médecin du travail. Peut-être juste petite présentation de la DRET. Je suis pas sûr que- Alors, c'était je vais le dire comme ça, l'inspection du travail, quoi. Voilà, hein, l'inspection du travail. Et puis au niveau rémunération. Voilà, au niveau rémunération, donc le salarié perçoit une rémunération correspondant au montant des indemnités journalières qui étaient versées lors de son arrêt de travail, plus un complément qui est versé par l'employeur. Donc sensiblement, l'assuré a plus ou moins le salaire qu'il avait avant son salaire. Donc ça, c'était la CRPE, hein, donc à l'issue d'un arrêt de travail. Et puis, on aborde, pour celui-ci, on peut dire que c'est le dispositif qui est le plus connu et le plus généralisé. On va y revenir un petit peu rapidement avec Océane. Exactement. Alors, on vous rappelle hein, que l'indemnisation pour une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, elle est possible. D'une part, donc, pour favoriser tout ce qui est amélioration de l'état de santé de l'assuré, lorsque le maintien au travail ou alors la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme facteurs de cette amélioration, ou aussi pour permettre à l'assuré de recouvrir un emploi compatible avec son état de santé par une réduction ou une réadaptation professionnelle. Il faut bien sûr que la prescription à temps partiel soit envoyée donc, dans les mêmes délais qu'une prescription à temps complet, à savoir que c'est 48 heures. Qu'il n'y a aucune obligation d'arrêt à temps complet avant le temps partiel thérapeutique. Donc ça, c'est depuis 2019. Avant, il fallait absolument qu'on ait un temps complet avant. Mais maintenant, l'assuré peut arriver le lundi avec un temps partiel d'emploi. Et il n'y a pas non plus de restriction d'heures de sortie ni de déplacement. Le temps partiel thérapeutique n'est pas soumis à l'avis du médecin conseil. Par contre, le salarié, lui, doit se soumettre au contrôle du service médical de la CPM compétente. Et à savoir aussi que le médecin de la CPM peut émettre une décision de reprise à temps complet et du coup interrompre le TPT. Donc là, on va voir un petit peu plus sur l'avis d'arrêt de travail et notamment le médecin traitant. Donc lui, il va prescrire donc, un temps partiel pour raison médicale. Vous avez le petit encadré. Donc, il va également déterminer la durée de la prescription du temps partiel thérapeutique. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de durée spécifique obligatoire, c'est vraiment le médecin qui décide et qui prescrit son médecin. À savoir que le médecin du travail, lui, va intervenir pour mettre en place le temps partiel thérapeutique au sein de l'entreprise. Donc, il va effectuer une visite de reprise et il va vérifier que le patient est bien apte à son poste. Il va donc concrètement déterminer les aménagements qui doivent être apportés, et notamment au niveau du temps de travail. Donc, c'est vrai qu'on peut réduire de 50%, aussi on peut faire 20%, 70%, c'est vraiment en fonction du médecin du travail. Et il faut également un accord de l'employé. Si le fonctionnement de l'entreprise, elle ne permet pas malheureusement au salarié d'avoir un poste adapté, donc l'employeur, lui, sera tenu d'expliquer les raisons d'un éventuel refus auprès de l'inspection du travail. Et également, en cas de démission ou de licenciement pendant la période d'arrêt à temps partiel thérapeutique, par contre, l'assuré ne pourra plus bénéficier de l'indemnité journalière si le préavis est non travaillé. Alors, on vous a mis quelques chiffres. Oui, en quelques chiffres. Donc, effectivement, là, ce sont des chiffres qui ont été arrêtés au mois de juin 2024, puisqu'on fonctionne plutôt par semestre. Donc, effectivement, concernant l'essai encadré, donc 2022, 9 essais encadrés, 2023, 5, année 2024, donc on est sur 8 essais encadrés au mois de juin. Aujourd'hui, voilà, on est plutôt à une vingtaine d'essais encadrés. Donc, on note vraiment une augmentation du nombre de propositions d'essais encadrés aux assurés avec des résultats qui généralement sont plutôt satisfaisants. Les PMSMP, donc effectivement, on est sur une dizaine. Là aussi, une petite augmentation. Je dirais, je pense qu'on est peut-être, on doit être à une douzaine à l'heure actuelle, à décembre, tout à fait.
la Cap Emploi relaie formation, bilan de compétences de droit commun. Donc, les chiffres sont à prendre avec prudence parce qu'il y a aussi un certain nombre de ces chiffres qui ne sont pas visibles par le service social, puisque comme il n'y a pas d'avis à donner par le service social, donc parfois les assurés s'adressent directement à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, du coup, je ne me prononcerai pas trop sur ce chiffre-là, mais effectivement, voilà, on avait quand même une dizaine en début 2024. Donc, je suppose qu'on est sur le deuxième trimestre sur la même proportion. Voilà. Les CRPE, donc en juin, on était à une CRPE pour l'année 2024. Aujourd'hui, on en est à deux. Donc, effectivement, on est à une par semestre. Donc, c'est vrai que la CRPE, c'est quelque chose d'un petit peu plus lourd à mettre en place. Ce qui peut expliquer un petit peu les réticences ou peut-être le non-réflexe de proposer une convention de rééducation professionnelle en entreprise. Donc voilà, pour l'instant, 2 CRPE pour 2024. Voilà, au niveau des dispositifs PDP. Ce qui est vraiment, en fait, le pourquoi on voulait vous en parler aujourd'hui, c'est que vous, en fait, en tant qu'employeur, vous avez aussi un rôle à jouer, hein, même si vous ne pouvez pas. L'information. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas à l'origine d'une prescription. Hein, c'est pas vous qui pouvez prescrire un des dispositifs PDP, mais en tout cas, vous pouvez en parler à vos salariés. C'est justement ce qu'on évoquait avant ce webinaire, hein, c'est qu'il y a ce rendez-vous de liaison, c'est-à-dire que pendant un arrêt de travail, hein, souvent, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas en contact avec votre salarié n'est pas en contact avec vous, employeur non plus, mais sachez que vous, employeur comme votre salarié, peut demander un rendez-vous de liaison pour justement, pendant un arrêt de travail, avoir un petit Créer l'échange créer par rapport à l'échange. la situation. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous, employeur, bah, du coup, voilà, en fonction du dialogue avec votre salarié, vous pouvez justement évoquer, hein, si jamais vous voyez que votre salarié va peut-être vers une inaptitude ou qu'en tout cas, la reprise vers son ancien poste de travail ne sera peut-être plus possible, bah, justement l'aiguiller vers un des dispositifs PDP. Alors, bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas essayer de l'aiguiller vers un dispositif ou un autre, mais c'est bien de lui en parler des différents dispositifs, hein, lui expliquer qu'il y a des choses qui existent, et après, justement, l'accompagner vers le service social, hein, CARSAT, Vers le qui va service faire social, vers le service de santé au le travail, travail. qui sont de bons relais pour pouvoir effectivement étudier plus précisément la situation de la personne, du salarié, et voir lequel de ces dispositifs est le plus adapté à sa situation. Voilà. N'hésitez pas, hein, donc c'est le rendez-vous de De liaison, tout à fait. Qui peut être demandé, qui peut être à l'initiative ou du salarié ou de l'employeur. Alors, donc juste pour finir ce webinaire, on va vous donner les coordonnées, hein, qui Oui. peuvent vous être utiles pour contacter, hein, aussi bien le service social que le côté CPM. Oui. Je laisse peut-être Oui, alors concernant le social. service social, et je vois qu'il y a eu une question Oui. notamment concernant la Meurthe-et-Moselle. Donc effectivement, la démarche la plus simple pour les salariés ou même pour les employeurs, hein, mais bon, généralement, dans ces cas-là, c'est plutôt les salariés qui contactent. Il suffit que l'assuré contacte le 3646 et donc il arrive sur le numéro de l'assurance maladie, hein, l'assurance maladie, et on lui demande à quel service il veut s'adresser. Et donc, il suffit qu'il dise service social ou assistante sociale pour être réorienté vers le service social, et il bascule directement sur le secrétariat du service social qui va effectivement répondre à sa demande. En parallèle, l'assuré peut aussi donc soit solliciter le service social par le biais de son compte Amélie. Il suffit qu'il fasse un mail adressé au service social pour demander à ce qu'on le recontacte et qu'on puisse répondre à sa demande et voir si effectivement il relève bien de l'accompagnement du service social. Sinon, donc pour la Moselle, là je vous ai mis les contacts mail génériques des trois unités, Metz, Thionville et Sarreguemines. Et puis côté CPM, si jamais vous avez besoin de nous contacter, hein, on rappelle qu'il y a toujours la ligne téléphonique, hein, donc c'est une plateforme destinée aux employeurs qui prend en charge, hein, tous les appels entrants de la région Grand Est. Cette plateforme, elle est située dans les Vosges, hein, donc c'est le 36 79, à savoir voilà, qui sont joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, que c'est un appel gratuit et que dans 95%, ils arrivent à nous apporter une réponse directe. Si jamais ils ne peuvent pas vous répondre, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font j'allais dire un message au service compétent pour qu'on puisse vous recontacter. N'hésitez pas à les contacter si besoin.
Et puis au niveau des téléservices, hein, donc ça, c'est vrai que c'est des contacts qu'on laisse à chaque webinaire. Si jamais il y a un souci lié à la DSN, à notre entreprise, il y a aussi un numéro, hein, donc c'est le 0806 800 700. Donc là, c'est plutôt axé sur les téléservices, hein. Voilà au niveau des coordonnées, côté, on va dire, CPM pour les entreprises. Voilà un petit peu ce qu'on avait à aborder aujourd'hui au niveau de la PDPA. J'espère que du coup, ça vous a permis un petit peu de mieux comprendre les dispositifs, de savoir aussi de les découvrir, hein, parce que souvent, en tant qu'employeur, on n'est peut-être pas informé qu'il y a tous ces dispositifs qui peuvent être mis en place, hein, que ce soit pendant un arrêt ou à l'issue d'un arrêt de travail. Ce qu'on va peut-être faire, c'est encore répondre du coup, il y avait quelques questions qui restaient en suspens. Alors, il y avait une personne qui nous demandait comment se passe pour un salarié bénéficiaire d'une reconnaissance en invalidité catégorie 2. Alors, Alors, a priori, alors pour moi, sauf si je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, dans le cadre d'une invalidité 2, normalement, il n'y a plus possibilité d'exercer une activité ça professionnelle. arrive ponctuellement que les assurés en catégorie 2 aient encore une petite activité professionnelle. Après, bon, la question, enfin, si je peux me permettre, la question, on ne sait pas à quel type de dispositif la raccrocher. Mais pour moi, si la personne est déjà en invalidité de deuxième catégorie, qui a forcément une problématique de santé connue, il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui ont dû être mis en place, des aménagements de poste ou autres. Donc, euh, je ne sais pas sur quel dispositif on est questionné. Ah, il y a une petite précision. Donc, a priori, elle envoie des arrêts de travail, hein, la Oui. personne qui est en invalidité, mais n'est pas reconnue en incapacité. Donc, pour moi, c'est qu'elle est peut-être apte encore au poste, hein. Je sais pas qu'après, c'est un dossier un petit peu. Ouais, je pense que c'est un dossier particulier, mais effectivement, souvent, à partir du moment où l'invalidité de deuxième catégorie est reconnue, souvent un licenciement pour inaptitude s'ensuit. Il y a, enfin, à ma connaissance, il y a quelques situations que j'ai pu voir dans ma carrière où effectivement les assurés continuent à fournir des arrêts de travail pour être, je vais dire, couverts au niveau de l'employeur, mais effectivement ne pas reprendre réellement de travail, le travail. Et donc, la situation peut parfois durer assez longtemps. Mais je dirais là, ce serait à voir avec l'assuré, enfin de mon point de vue, à voir avec l'assuré comment la situation peut évoluer pour aller vers un licenciement pour inaptitude ou pour une reprise de travail si effectivement il a une petite possibilité. Et là, peut-être se mettre en lien notamment avec le médecin, le salarié d'abord et peut-être le médecin du travail ensuite. Il n'y avait pas d'autres questions en particulier. Bon, après, de toute façon, si jamais il y a des questions qui vous reviennent, qui vous viennent par la suite, hein, vous pouvez toujours nous en faire part. Il y a une enquête de satisfaction qui part à l'issue de ce webinaire et aussi un rappel le lendemain. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions si jamais il y avait un point qu'on n'avait pas abordé ou si vous souhaitez une précision. À savoir hein, que vous pouvez aussi contacter la plateforme employeur, hein, le 3679, hein, que eux puissent vous répondre. Hein. N'hésitez pas à les contacter. Nous, au niveau des webinaires, notre prochain webinaire, c'est jeudi 19 décembre, hein, si je ne me trompe pas. Ce sera le dernier webinaire de l'année et ça sera justement un petit quiz interactif pour revoir un petit peu tous les points réglementaires hein, qui vous concernent en tant qu'employeur. Quelques questions aussi sur les téléservices. Hein, donc, ça sera un petit peu l'occasion de tester un petit peu vos connaissances et à chaque question, on fera un petit point sur on va dire, les points importants à retenir, hein, que ce soit sur les arrêts de travail, l'ouverture des droits, le dernier jour, La maternité, la maternité, paternité, les services. Voilà, on va essayer de balayer en 20 questions vraiment tout ce qu'il y a à savoir et ce qui est important de connaître en tant qu'employeur côté, on va dire, réglementation et téléservices au niveau assurance maladie. Voilà, ce sera le dernier webinaire pour l'année 2024, donc vous voulez finir avec un webinaire un petit peu interactif. Voilà au niveau de ce qu'on avait à vous dire. Ben voilà, je sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter. Non, c'était tout bon? Non, Voilà. c'est tout bon. Bah écoutez, je propose, je regarde juste l'heure. Ouais, il est presque 11 heures, donc on avait dit une petite heure. Voilà, bah, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit dans l'enquête de satisfaction, sur sur les adresses mail côté service social ou par téléphone à 36 46 côté assuré, 36 79 côté emploi. Voilà.
Super. Bah, écoutez, on va clôturer ce webinaire et puis on vous dit à très bientôt, hein, pour un nouveau webinaire. Voilà. Bonne Bonne journée à journée à tous. tous. Au revoir.